Donc, messieurs, dames, on poursuit. S'il vous plaît, si vous êtes de l'autre côté de la salle, apportez vos petits muffins, vos fruits et légumes, votre petit café ou eau chaude. Assoyez-vous confortablement. Je pense que le début de la journée, on a vraiment mis les bases, on a créé la fondation pour la suite de la discussion. J'ai vraiment, vraiment hâte à la prochaine discussion qu'on aura ensemble. Venez vous joindre à moi. Je sais que vous avez envie d'échanger. Vous êtes nombreux, nombreuses à vouloir profiter de cette rencontre annuelle pour échanger les courriels, échanger des enjeux, vous partager les bons coups. Mais permettez-moi de vous inviter à prendre place afin que nous puissions poursuivre cette riche journée d'échange. Les gens à la maison, encore une fois, merci d'être avec nous. Je l'ai dit, hein, on a vraiment jeté des bases solides sur les discussions qui vont animer le reste de la journée. Merci encore une fois de participer si généreusement à cette discussion qu'on a ensemble, tout le monde, aujourd'hui, que ce soit par les questions que je vous pose par Slido à la maison, ici dans la salle, les questions aussi adressées à nos experts. Nous sommes vraiment reconnaissants que vous preniez le temps d'échanger encore une fois. Il y a un petit commentaire qui est revenu sur les gens à la maison, la petite section pour poser des questions. Je pense que l'endroit est restreint. Prenez note, puis je vais le répéter, je pense encore à quelques reprises. Dans la section « Nous contacter », il y a le courriel directement du secrétariat de la politique bioalimentaire. Vous pouvez communiquer vos questions, vos commentaires directement. Les gens dans la salle, il y a une petite tente, on appelle ça des tentes de table. Le petit triangle en papier que vous avez, ça me permet de souligner le fait qu'il y aura un vox pop sur l'heure du dîner. Je sème la graine, j'en parlerai davantage dans quelques instants, mais il y a le courriel là directement, prenez-le en note. C'est de cette façon que si vous n'avez pas le temps de poser vos questions, vous n'avez pas le temps de partager un commentaire, exprimer votre opinion, c'est là que ça se passe. Tout est pris en considération, évidemment. Ces conversations font partie de la base pour la suite dans le but de créer la prochaine politique bioalimentaire. Encore une fois, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont suivi mes conseils. Bravo, je suis fière de vous. Vous prenez le temps de bien vous hydrater, c'est très important. Encore une fois, les 2 stations d'eau des 2 côtés de la salle, si vous avez besoin d'un peu d'énergie pour vos appareils cellulaires, encore une fois, c'est à cet endroit-là aussi. On l'entend souvent dans plusieurs domaines, c'est important de regarder par où est-ce qu'on est passé pour savoir où on s'en va. Puis je pense que c'est vraiment le ton qui va, ou la thématique, si je peux dire, qui va animer le restant de cet avant-midi. Mais avant d'accueillir nos prochains invités, j'aimerais vraiment prendre le temps de vous partager un second témoignage vidéo. J'espère que ça vous fait sourire parce que l'idée, c'est vraiment de démontrer des enjeux concrets dans la vie de tous les jours, dans votre vie de tous les jours, les gens qui sont sur le terrain, des succès qui font partie directement de la politique bioalimentaire. Je suis allée à la rencontre d'Annie Demers de Croque Lupin. Savez-vous qu'on produit du lupin au Québec? C'est intéressant, ça. Annie a participé à un concours, le concours Louis Hébert. C'est une initiative qui vise à stimuler des projets d'établissements agricoles sur le territoire en offrant un accompagnement d'affaires et une bourse. Bien, donc, grâce à l'entente agroalimentaire régionale, ça regroupe, là, pour ceux qui se posent la question, les partenaires du milieu gouvernemental, municipal et agricole, des entreprises innovantes comme Croque Lupin, voient le jour au Québec et participent activement à la diversification de l'offre alimentaire. On l'écoute? Suivez-moi, on s'en va au Grand Marché de Québec dans les cuisines de Mycélium pour rencontrer la présidente fondatrice de Croque Lupin, Annie Demers. Bienvenue dans la cuisine de Mycélium. Ici, nous avons toutes les installations pour développer des entreprises agroalimentaires. Moi, j'ai décidé de développer la variété du lupin blanc au Québec parce qu'il est riche en protéines, en fibres, faible en glucides et en gras. Dans le cadre de mon projet avec Croque Lupin, nous avons remporté la bourse du concours sur les traces de Louis Hébert. Cette bourse m'a permis d'aller en Europe pour développer tout mon volet agronomique de la culture du lupin. Une des raisons principales pour laquelle on s'installe en région, c'est parce qu'on est en régie biologique. Moi, mes valeurs font en sorte que je veux vraiment protéger la planète, donc je veux une régie biologique, ce qui fait en sorte qu'on doit aller s'installer les cultures en périphérie de Québec. Est-ce que c'est le moment de goûter? C'est tellement croustillant. Oh, puis le barbecue, Annie, la texture.
Moi, c'est ce que j'apprécie le plus dans le croque-lupin, la texture des lupins. Bravo, Annie. Ça, c'est ce qu'on appelle commencer un lundi matin en gras. Quand je disais tout à l'heure que lorsqu'on goûte la différence d'un produit local, lorsqu'on goûte la différence d'un produit innovant, souvent, c'est là où on est capable de comprendre la valeur, la richesse de ce qu'on a ici sur notre territoire, puis de s'offrir un petit moment de plaisir qui est grandiose. Puis ça, c'est difficile de mesurer avec les impacts, avec des chiffres, mais je vous le dis, je pense qu'il y a beaucoup à faire là. Et justement, l'initiative du secrétariat de la politique bioalimentaire de mettre de l'avant vos bons coups, je pense que ça fait partie de cette belle mobilisation dans le but de mettre de l'avant vos actions concrètes à tous les jours. On poursuit maintenant. Deuxième panel de discussion. Celui-là, j'ai vraiment, vraiment hâte de l'avoir avec vous. C'est s'adapter aux défis. Comment on peut accroître la résilience et l'agilité des entreprises dans un contexte d'accélération des changements climatiques, changement humain et ou économique aussi. C'est un des moments de la journée dans la politique bioalimentaire. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Je pense que c'est celui-là qui me fait le plus triper, permettez-moi l'expression, parce qu'on va avoir vraiment des belles conversations riches. Donc, on a invité 4 entrepreneurs qui ont fait face à moult défis, certains depuis des générations. On va se tourner vers un passé riche d'apprentissage pour comprendre l'importance d'anticiper les obstacles, question de mieux se préparer à les surmonter. Donc, j'appelle sur scène Madame Claire Desaulniers, elle est la copropriétaire de la ferme Pitette. Monsieur Mitchell Leahy, il est le vice-président opération et production des vergers Leahy. Monsieur Emmanuel Sant-Duguay, pêcheur et copropriétaire de la conserverie artisanale Chasse-Marée. Et monsieur Marian Vinet, copropriétaire des jardins Vinet. On les applaudit. C'est notre petit moment cuisine. On dit que les gens cuisinent davantage. Bien, c'est comme si on avait une conversation de cuisine. Merci d'être là. Pour les gens, je vous ai présenté brièvement, mais si on pouvait prendre le temps peut-être de vous présenter à tour de rôle. Madame, on débute avec vous. Bonjour, je suis Claire Desaulniers, copropriétaire de la ferme Pittet avec mon mari et mon fils. La ferme Pittet, c'est une ferme laitière de grande dimension. Qui, pour avoir des développements réguliers, a eu évidemment des défis à relever. Et puis, on a mis en place des façons de faire peu connues dans l'agriculture. Oh, ça, j'ai hâte qu'on les aborde, ces façons de faire qui sont peu connues, qui donnent des résultats concrets. Je crois que oui. C'est bien ça, c'est intéressant. Monsieur Leahy, s'il vous plaît. Bonjour. Mitchell Leahy, vice-président production opération Verger Leahy. Entreprise 3e génération. Je fais partie de la relève du 3e génération. On transforme la pomme principalement en compote, des petits sachets, des copes qu'on voit dans les détaillants. Et aussi, on fait des tranches et des remplissages de chaussons pour les boulangeries industrielles. Merci, M. Leahy. M. Duguay, Sant-Duguay. Je suis pêcheur. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mon père est pêcheur, donc j'ai pêché à l'île d'Anticosti toute ma jeunesse pour acquérir une entreprise là, un petit peu plus tard. J'ai fait des études en biologie marine, gestion des ressources maritimes par la suite. Puis, est arrivé un moment marquant, une rencontre avec Normand Laprise, Colombe Saint-Pierre, le milieu de la restauration entre la pêche et le milieu de la gastronomie au Québec. Et avec un ami, là, Guillaume, qui est mon copropriétaire de Chasse-Marée, on a créé Chasse-Marée. Donc, à ce moment-là, c'est un projet pilote là, de circuit court, un petit peu pour fournir des produits poissons vers les grandes tables québécoises. Des produits de chez nous, là? Oui, que je pêchais moi-même à bord du bateau. Puis ensuite, un autre moment marquant, on a trouvé un bâtiment, puis il y avait un projet là, de conserverie artisanale, comme on peut voir ailleurs là, dans le monde. Au Portugal, on n'a pas le nommé. Oui, voilà. Donc, ouais. J'ai amené une conserve là, pour une image vaut 1000 mots, là, pour vous montrer. Ouais. Donc, on a mis sur pied, là, on est encore, je dirais, en démarrage, là, de troisième année de production. Donc, bravo pour le positionnement. Donc, voilà. Merci. À vous, M. Vinet.
Marian Vinet, des Jardins Vinet. On est à Saint-Rémy, à Montérégie, principalement producteur maraîcher. Un peu de grande culture en rotation, puis on produit, c'est surtout en vente locale, mais ça dépend des produits. On vend localement. On fait affaire aussi avec beaucoup de main-d'œuvre étrangère qui est essentielle pour nous. Bien, justement, on va aborder le sujet dans quelques instants. Avant qu'on se lance dans la discussion, évidemment, on veut que vous preniez part à cette discussion-là avec nous aujourd'hui. Puis je me permets de vous lancer une première question. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, prendre vos appareils mobiles à la maison, même chose. Vous allez voir la question apparaître. Parmi les stratégies suivantes sur laquelle votre entreprise ou votre secteur, dans certains cas, devrait-elle concentrer ses efforts pour accroître son agilité face aux défis? À la maison, bien là, vous venez de voir la fenêtre là, qui est apparue sur votre écran. Je vous invite à écrire votre réponse. Prenez, votez, faites-le assez rapidement. Comme ça, on pourra utiliser vos réponses aussi. Puis cette belle discussion qui va avoir lieu tout au long de la prochaine, quand même, un bon prochain 45 minutes, dans le but d'aller chercher le plus d'exemples possible. Parmi les différentes réponses, on a adoption de pratiques durables, investissement dans la productivité, investissement en recherche et développement, planification stratégique et financière, stratégie d'attraction et rétention de la main-d'œuvre, diversification. Il y en a, là, de la réponse. Il y en a, hein? Vous opinez du bonnet assez rapidement. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux, vous, rapidement, dans ces réponses-là? Qu'est-ce que vous avez fait d'abord pour développer votre agilité au fil des années? Bien, c'est sûr que quand on a eu notre fils qui s'est associé, ça n'a pas été une surprise, là, parce que l'association, l'intérêt, ça se développe depuis le jeune âge. Et puis là, on a décidé de faire une planification stratégique pour savoir où on voulait aller. Et puis, ce positionnement-là a fait que quand on prend des décisions, on peut faire un rappel. Et puis, mais la planification stratégique, ce que je voudrais préciser, c'est plus intéressant le chemin pour le faire que le résultat. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Parce que dans le chemin, on s'est fait aider par une professionnelle. OK. Donc, pour savoir où on veut aller, il faut que chacun exprime ses besoins, ses objectifs. OK. Puis cette démarche-là, ça provoque des échanges constructifs, puis tout est dit. Puis donc, on se connaît mieux, même si c'était notre garçon, on se connaît mieux dans les objectifs. Puis ça met la table, c'est une base importante pour toutes les décisions futures. Pouvez-vous nous donner un exemple de ce qui a été mis dans cette base-là, vous trois ensemble, justement, pour porter un regard vers l'avenir? Bien, nous, comme on est trois, on a la même famille, mon mari et moi, et lui et sa famille. Depuis 5 ans, on fait des conseils d'administration officiels. Il n'y a pas de procès-verbal, mais il y a un compte-rendu. Puis, ça nous permet de faire un temps d'arrêt. On partage le courrier, on partage les états financiers, on partage les projets. On en avait un hier. Bon, bien là, j'ai une soumission pour un drainage. Bon, OK, ça marche, on accepte l'investissement. Donc, ça fait comme une mise à niveau à nous trois. Et à ce moment-là, on n'est pas dérangé par les téléphones ou quoi que ce soit. Oui. Et ça permet un suivi. Puis ça, c'est précieux, ce lieu de communication-là. On en a d'autres, mais disons que la partie CA, qui est plus formelle, qui est plus un arrêt de plus longtemps, on peut prendre 3-4 heures pour faire ça. Et puis, mais c'est précieux dans notre gestion. Ça vous permet d'écrire, de situer les bases de ce que vous avez fait, ce que vous voulez faire. Ça vous permet de retourner sur ce que vous avez dit aussi. Peut-être vous avez des preuves, puis ça permet aussi en même temps d'être tout le monde sur la même longueur d'onde. C'est très important, ça. Ah, c'est important, ça. Monsieur Leahy, je vous voyais, vous êtes d'accord avec ce que Diane dit? L'heure juste. L'heure juste, oui. Mais c'est important, j'imagine, dans votre type d'entreprise aussi, d'avoir l'heure juste dans cette relation-là que vous avez avec les entrepreneurs. Parce que vous, les gens vous fournissent les fruits. Comment ça va, les fruits, en ce moment, les pommes? Je vais dire qu'en termes de pommes, on est tous sur les récoltes. Hein, ça. Fait que c'est dépendant sur beaucoup de facteurs, la nature étant le plus gros facteur. Dans les dernières années, c'est des années qui, quand même, des années records, très bien, avancement, mais qui amènent un autre défi aujourd'hui que là, on va avoir une façon de changer un peu qu'on a à transformer les choses. C'est-à-dire? Rajouter des heures supplémentaires, rajouter des volumes, aller chercher d'autres clientèles.
pour adapter un peu à le changement que l'approvisionnement vient juste de monter d'une certaine quantité, que là, il faut adresser ça pour être sûr qu'on est capable de transformer tout ce qu'il y a à faire sur le marché. Fait que c'est des situations que nous autres, on évalue d'avance, on essaie d'être préparés, mais ça bouge vite quand c'est l'heure, puis les différents défis qu'on a vécu, qu'on en a parlé souvent aujourd'hui, en termes de qu'est-ce qui est main-d'œuvre, qu'est-ce qui est productivité, qu'est-ce qui est investissement, ça vient amener des questionnements, puis quand tu es dans des planifications stratégiques ou des planifications à long terme, financiers, etc., ça t'aide d'avoir, comme je dis, l'heure juste. On peut discuter ces défis. J'aimerais ça que ce soit un peu plus concret, si vous me permettez, M. Leahy. Je vais vous poser une question plus simple. Vous dites que vous avez à analyser des données, à ajuster dans un contexte où vous avez un plus gros volume à transformer, vous avez besoin davantage de main-d'œuvre. Si on peut tout de suite aborder cette question-là, comment est-ce qu'on la gère? Comment on s'adapte dans une situation comme ça? Nous autres, typiquement, on était, on a à peu près 300 employés. On était toujours des employés locaux, des endroits des environs très proches. Fait que dans le fond, ça fait quelques années qu'on voit qu'il y a un peu de changement pour faire la croissance, pour faire un peu plus de volume. Ça prend plus d'aide, ça prend plus de personnes, de mains pour le faire. Mais aussi, il y avait des changements dans l'industrie. En transformation, on est dans des usines, on est dans des endroits un peu d'attraction, il faut qu'elle soit là. Des affaires pour rentabiliser nos opérations, il faut qu'on roule en continu. Fait qu'on les attire comment? C'est quoi le power of attraction? On a fait plusieurs affaires. Écoute, on en a parlé. On a ouvert notre propre garderie. C'était important pour avoir des heures de travail. La disponibilité aussi dans la garderie quand même était pas facile aujourd'hui. Fait que nos employés ont un ligne directe, même les nouveaux engagés. On travaille pour être sûr qu'ils ont une place réservée. On a fait ramener quand même, on est à peu près 30 travailleurs étrangers qu'on a emmenés, des travailleurs francophones qu'on a emmenés. On a vu différents challenges qu'on a eu dans le passé quand c'était une question de langage. Fait que, on a amené ces gens-là pour aider particulièrement les chiffres de soir, les chiffres de nuit. Qui sont dans des endroits qui sont plus difficiles, le lavage, d'être sûr que tout est correct, même contrôle qualité, des choses que vraiment dans les chiffres qui sont moins attirants, que ça a besoin d'un coup de main, puis complimenter vraiment nos travailleurs. Absolument. Si on parle de travailleurs étrangers, M. Vinet, là, vous êtes en saison où c'est important pour vous. Il y en a combien à la ferme en ce moment? On a présentement une vingtaine. On en attend au total autour de 33-35. Comme on disait, ça fait partie de nos défis. Nous autres, en production maraîchère, c'est des récoltes qui sont faites à la main en majorité. On parle du maïs sucré, du brocoli, céleri rave. C'est des récoltes manuelles. Donc, la main-d'œuvre des bras, on a besoin. Puis, c'est 40 près de 40 % de notre coût de production. C'est essentiel. Ensuite de ça, ce qui fait partie de nos défis aussi, c'est la mise en marché et aussi les changements climatiques. Donc, nos décisions ont été basées pour, dans le fond, être le plus autonome possible, ne pas se fier sur les programmes gouvernementaux pour venir en aide, même si c'est essentiel, c'est très important. Mais le nivellement, le drainage, la rotation des cultures, des cultures de couverture, tout ça, on intègre ça. S'assurer d'avoir de l'irrigation partout sur nos terres aussi. Donc, l'eau, c'est extrêmement important. Donc, il faut toujours garder comme optique les besoins en eau pour les producteurs maraîchers, c'est essentiel. Donc, en gros, c'est ça. Les besoins en eau, c'est intéressant parce que cet après-midi, on va aborder le sujet de façon très intéressante aussi en raison des changements climatiques. Vous l'avez abordé aussi, mais vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention par rapport à la mise en marché. Comment est-ce que vous la faites, votre mise en marché? De ce que je comprends de votre entreprise, c'est que les gens se présentent directement à la ferme. Ça fait partie d'un certain pourcentage de nos ventes qui est quand même assez minime. C'est-à-dire? Même pas 5 %. OK. Donc, la majorité des brocolis, on est en partenariat avec une autre entreprise qui est le Jardin Paul Cousineau pour la mise en marché du brocoli, qui est notre principal revenu à la ferme. Donc, on emballe dans le brand
qui, eux, font la commercialisation là, via toutes les chaînes d'alimentation, à l'exportation vers les États-Unis, dans l'Ouest canadien, etc. Pour le maïs sucré, on a notre kiosque à la ferme où on vend notre maïs, une partie de notre maïs sucré, les fraises, céleri rave, et aussi on fait la commercialisation d'un peu les produits locaux de d'autres producteurs de la région. Donc, on a le kiosque à la ferme qui est parti, que mes enfants ont commencé quand ils étaient jeunes, là, parce qu'ils disaient à la maman, ma femme, on va aller acheter des bonbons, faut faire que vous appreniez à gagner votre argent. Fait qu'on vous met du maïs sucré sur la table, puis vous allez voir comment on gagne de l'argent. Puis ça a commencé comme ça, le kiosque. Aujourd'hui, on vend quand même des volumes. On fait partie du circuit du paysan. Donc, ça amène des touristes C'est le fun quand les enfants commencent à goûter cette différence-là jeunes. Ils gardent des réflexes et recherchent justement ce bon goût-là tout au long de leur vie. Hein. Mais là, ce partenariat-là, est-ce que c'est commun dans le monde des fermes maraîchères? C'est-à-dire, vous, de fournir vos légumes en collaboration. C'est un peu niaiseux ma question, là, mais dans ce sens que je n'ai pas souvent entendu parler de ce genre de collaboration-là qui est fait entre deux fermes dans le but de faciliter la mise en marché. C'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. Ça dépend aussi quel type d'association qui est recherché. La plupart des producteurs vont faire leur propre mise en marché, qui est quand même une grosse charge de travail. Là. Être capable de rentrer dans les chaînes, c'est pas évident, ça prend des volumes. Donc, nous, au lieu de compétitionner entre producteurs de brocolis, on s'est dit, on tous bien de se joindre ensemble. C'est quoi l'idée derrière tout ça? Qu'est-ce qui a amené cette collaboration-là à la base? Bien, ça nous enlève la préoccupation de s'occuper de la mise en marché. On se concentre sur la production. Mais comment est-ce que vous êtes rencontrés? Comment est-ce que mutuellement vous avez eu cette idée-là de le faire? Oh boy, ça date quand même d'un bon bout de temps. Là. Nous autres, on a regardé des solutions pour trouver au niveau de la mise en marché si on pourrait faciliter, joindre à l'autre. Puis on avait comme deux optiques, puis on en a discuté avec eux. Puis eux, dans le fond, nos modes de production qui sont un petit peu différents. Eux font beaucoup de semis directs au champ. Nous, on est en transplant. Donc, nos pics de production, ils sont un peu différents. Donc, des volumes, on est capable d'arriver avec des volumes constants. Donc, avec des discussions, essayer de planifier la cédule de semis puis de récolte, on arrive de fournir la clientèle. Je pense que c'est une optique qu'il faut regarder de plus en plus, s'unir pour faire la mise en marché au lieu de se compétitionner un l'autre. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est une belle piste de solution pour faire face justement au défi de la mise en marché dans un contexte où certains marchés vous sont un petit peu plus difficilement d'accès, comme vous venez de mentionner. Ouais. Emmanuel, dans votre cas, vous, la mise en marché, vous avez mentionné du beau name dropping, Normand-Laprise et Colombe-Saint-Pierre. Quand même, je veux dire, vous voulez quand même que votre produit se ramasse entre les mains de monsieur, madame, tout le monde aussi en même temps. Comment est-ce que vous l'abordez, vous, votre mise en marché? Tout à fait. Nous, on a vraiment décidé de miser sur la qualité, de dire qu'on est capable, on est chanceux d'avoir des produits de qualité, des produits marins de qualité au Québec, mais c'est des mettre en valeur aussi, des connaître, premièrement des connaître, mais aussi avec le savoir des chefs. C'est un petit peu ça. Moi, je suis pêcheur. Ouais. Quand même bon cuisinier, pas si pire, là, mais je suis... Vous êtes tous de même, vous, les producteurs agricoles. Là, on va mettre une chose certaine, là, on va se dire les vraies affaires. Donnez pas tout le crédit au chef. Vous êtes tous dans le champ, vous cuisinez à tous les jours. Moi, là, je pense que ça commence par la mise en valeur des producteurs, des transformateurs, des agriculteurs, des fermiers, des fermières qui sont sur le terrain. Vous les avez tous, les recettes. Vous les connaissez, les petits trucs. Bon, je ferme la parenthèse. C'est à toi. Mais c'est vrai. Mais c'est ça, s'unir, je pense que la collaboration, justement, ça amène en deux domaines, ça amène des produits, des nouveaux produits, dans le fond, une nouvelle offre. Puis je pense qu'il y a un marché pour ça aussi, dans la mise en marché, là, de nouveaux produits là, à valeur ajoutée. Des produits de chez nous, produits locaux, là, si on revient à la présentation. Oui, mais il y a beaucoup d'éducation à faire derrière ça. Je comprends que la présence des chefs, dans ce cas-là, il y a une belle portée derrière tout ça. Mais comment est-ce qu'elle se fait, cette éducation-là, dans un contexte où vous, votre réalité, c'est de faire face au changement climatique, de faire face à des problèmes de mise en marché, de faire face à une pénurie de main-d'œuvre. Vous choisissez quoi là, comme priorité dans tout ça?
Ouf. C'est une grosse Tout à fait. question, hein? Je suis Tout à désolée, fait. je suis là pour ça. Et je veux dire, pour revenir à ce matin, entre 2020, la pandémie, puis aujourd'hui, taux d'intérêt, inflation, il me semble qu'on est toujours en train de pédaler pour essayer de trouver une piste de solution, là. Puis c'est vrai que c'est pas évident à quelque part. Puis les changements climatiques, l'endettement, les taux d'intérêt, pour toutes les petites entreprises, les plus grandes entreprises, la main-d'œuvre, c'est des défis qui sont difficiles. Puis Mais c'est vos défis à vous. Si vous aviez à partager cette réalité-là, ça vous happe de plein fouet, là. Qu'est-ce que vous choisissez comme priorité? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Bien, c'est sûr que nous, dans les pêches, les changements climatiques, on est en plein dedans. Puis c'est difficile parce qu'il y a des espèces qui gagnent, puis il y a des espèces qui perdent. Dans le golfe Le du Saint-Laurent. Sébaste gagne sur la crevette nordique, Voilà. par exemple. Du homard, etc. Donc, le passé n'est pas garant de l'avenir non plus. Donc, il y a des gens qui ont acheté des entreprises avec une certaine valeur d'entreprise, avec des taux d'intérêt. Puis, ben, c'est pas la même quantité qui va venir dans le futur non plus. Donc, on est beaucoup monospécifique aussi. Donc, c'est des choix du passé un petit peu, là, d'être un pêcheur de crevettes, pêche la crevette, pêche pas nécessairement d'autres choses. Donc, je pense que pour être plus résilient, s'adapter, bien, justement, se diversifier un petit peu, que ce soit le pêcheur, que ce soit l'usine de transformation, Ouais. une espèce qui va un petit peu mieux ou le marché qui est bon, bien, qu'on peut miser sur cette espèce-là, puis une espèce qui va moins bien, bien, on la laisse tranquille un petit peu. Donc, se diversifier, mais aussi, je pense que nous, bien, c'est un petit peu le choix aussi, l'intégration verticale aussi. Donc, comment faire mieux avec moins, donc miser sur la qualité. Là. Nous, à Chasse-Marée, on s'est dit, bon, ben, on va faire un produit de qualité. Donc, c'est notre niche. Bien, je vais vouloir revenir là-dessus dans quelques instants, notamment avec ce que Francis Parisien nous a partagé par rapport aux habitudes de consommation. Là, dernièrement, les chiffres, ça parle haut et fort. Bien, si vous me permettez, M. Léhy, je voulais aller à où? Je vais le faire tout de suite. T'sais, on a vu là, que le consommateur cherche un produit qui est de plus en plus abordable. Le prix est bas. Vous dites que vous misez sur la qualité. Nécessairement, la qualité, ça vient avec un prix. C'est quoi votre stratégie? Comment est-ce que vous faites en sorte que le consommateur comprend la valeur réelle de ce que vous avez? Je pense qu'il y a la perception de valeur par rapport au prix. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Bien, c'est qu'un produit qui est fait ici, si on regarde dans les produits marins, on parlait tout à l'heure dans les cibles, l'éco-certification, les produits qu'on a ici faits avec des employés d'ici, qui ont des conditions différentes de, si on pense en Asie ou ailleurs dans le monde. Je pense qu'il y a une certaine conscientisation, les produits santé aussi. C'est sûr que ça vient avec un prix. Ça, c'est sûr et certain. Puis l'avenir nous le dira. Là. Nous, on est dans le clean label, donc vraiment pas de produits additifs alimentaires, vraiment la santé, donner les bonnes conditions aux employés, etc. C'est sûr que ça vient avec un prix pour cette qualité-là. On essaie de faire des petits miracles à tous les jours. C'est sûr qu'on aimerait ça que ça soit moins cher, mais en même temps, pour que tout le monde gagne sa vie, là, ça vient avec un prix. Les petits miracles à tous les jours, M. Léhy, dans un contexte d'approvisionnement de vos partenaires, dans un contexte de changement climatique où on doit s'adapter avec de nouveaux emballages plus performants aussi. Comment ça se passe pour vous? Performante, écoute, ça c'est une question peut-être à débattre, je pourrais dire. Okay. Mais dans le fond, en termes de qu'est-ce qui est emballage d'adapter au recyclage, au environnemental, d'être sûr qu'écologiquement, on est responsable. Nous autres en particulier, nos produits sont, c'est une transformation thermique. Il y a beaucoup de défis après ça dans certains emballages pour qu'on puisse adresser, d'avoir la même conservation, d'avoir la même composition de notre produit, d'être sûr qu'on est capable d'atteindre ces objectifs-là. Fait que c'est du travail en continu qu'on fait. On adapte, on fait des versions des gens qui ne voient pas nécessairement
des changements à la tablette, mais nous autres, on est en continuelle évolution. Des fois, on peut arriver que c'est des retravaillages de comment qu'on fait. Nous autres, en termes de qu'est-ce qui est pas nécessairement emballage, mais c'est quand même, ça fait partie de la transformation. Ben, quand on a fait des projets que la majorité de nos générations, on est en situation rurale, fait que juste pour dire, on n'a pas des services nécessairement annexes, soit de la gaz naturel ou des disponibilités d'égouts, d'eau de ville. Fait qu'on gère tous ces services-là nous autres mêmes. Fait que quand on fait des projets, nous autres, qu'est-ce qu'on a fait pour les remplacements, générer notre vapeur? Oui. On est allé chercher des subventions du gouvernement pour transférer nos huiles à du biomasse pour faire tout générer nos vapeurs. C'était des projets quand même de grosse envergure. Puis aujourd'hui, ça prend des gens pour gérer ça, la spécialisation. Le côté emballage peut revenir. C'est des questions de même peut-être que tes machines, du retooling dans ton usine qu'il faut que tu fais. C'est des projets qui ne sont pas des projets petits. Fait que c'est toujours là qu'on essaie d'attacher à qu'est-ce qui est offert dans le moment. De veiller là-dessus, c'est qu'est-ce qui est disponible comme programme, c'est quoi les différentes tendances, les différentes priorités de la communauté globale. Ben, dans le lien avec ces affaires-là, c'est pas nécessairement une ligne droite, fait qu'on essaie vraiment de veiller là-dessus, de travailler avec tout le monde à l'interne, à l'extérieur, dans des rencontres comme ça, pour ramener les défis, d'essayer de mettre des solutions en place. Fait que c'est des petites rencontres que des fois prennent de l'envergure plus... Exactement, des petits gestes qui... Puis encore une fois, ça revient avec ce que vous disiez tout à l'heure, Mme Desaulniers, par rapport à l'information, le data. Vous avez, dans le cas de plusieurs entreprises, des années d'expérience. Vous accumulez des données dans le but de voir, OK, comment ça s'est passé par le passé, comment est-ce que je peux me projeter en fonction de... Dans un contexte dans lequel on est souvent, le data... il ne fonctionne plus vraiment. Corrigez-moi si je me trompe. Il faut s'adapter même à ça. Quand vous avez dit tout à l'heure, Mme Desaulniers, que c'est important pour vous de vous asseoir tout le monde ensemble, faire un conseil d'administration familiale, comment est-ce que vous cumulez justement de l'information ou quel type d'information vous cumulez dans un contexte où vous faites de la production laitière? Les changements climatiques vous impactent directement. À la limite, il y a des gens qui montrent plusieurs productions agricoles du doigt. Il y en a, on l'entend, là, ça fait partie d'un discours. Mais comment est-ce que vous vous assurez de contribuer de façon favorable à l'environnement, à la réduction des gaz à effet de serre dans un contexte de changement climatique, dans le cadre de votre gagne-pain? Hey, vous gagnez votre vie à faire ça, là. Mais je pense que c'est plutôt une attitude, dans le sens que c'est pas d'hier que les gens, ils pensent que nous autres, les agriculteurs utilisent les ressources pour les gaspiller. C'est pas vrai, il n'y a pas de message comme ça. Les agriculteurs, on utilise des ressources vivantes, puis on veut les perpétuer. Fait que ça, dans notre tête, là, moi, je n'ai pas eu un cours pour ça, puis je suis sûr que tous les producteurs ici ont tout ça. Absolument. Sauf que, après ça, on comprend que, la charrue, c'est pas le meilleur outil. Puis là, ceux qui l'utilisent, je ne veux pas juger, là, mais il y a des pratiques culturelles, la culture de couverture, la rotation des cultures, des terres bien nivelées. Moi, j'ai déjà dit de mon garçon, lui, il aime trop la machinerie, mais non, il n'aime pas trop la machinerie, il aime beaucoup la terre, parce qu'il aime ça quand ça produit, puis tout ça. Donc, lui, il y a ça d'inclus. Le bien-être animal, mon mari, il y a ça d'intégrer. On a reçu des mentions à ce niveau-là. Puis tout ça, c'est lié à l'environnement. Mm-hmm. Et l'autre bout, c'est qu'on est... Michel disait qu'on est la vigie. Bien, avec nos fournisseurs, on est tellement reliés qu'eux autres vont faire appel à nos services. On a un projet spécial. Voulez-vous en faire partie? Oui, on en fait partie. Ferme durable, agriclimat. Là, il y en a un autre, je cherche le mot, là, pour racine. Donc, on essaie d'avoir l'information.
plus on a de l'information, plus les légendes urbaines, là, Ouais. qui disent qu'eux autres, ils polluent tant, là, ben, on est en train de niveler cette information-là. Oui, bien bravo, mais ça demande du temps, ça demande justement, vous devez vous impliquer davantage. Mitchell est d'accord, ça demande du temps. J'utiliserais l'intérêt. Ah, Plus l'intérêt que le temps. pourquoi? Parce que si tu as de l'intérêt, tu prends le temps. J'aime ça. Ça vous parle, ça, vous aussi, M. Vinet, hein? Ouais. Oui. Je constate en ce moment, la dernière fois qu'on a eu une conversation, vous et moi, vous remarquiez le fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'eau, qu'il pleuvait beaucoup en début de saison. Comment ça se passe là en ce moment? Comment est-ce que vous faites face à ces changements-là? Oui, on a quand même été chanceux. On a eu une belle période où on a pu compléter complètement nos semis dans le soya, les sélérats, nos fraises, etc. Tout a bien été. Puis dernièrement, on a eu une belle pluie, donc on ne peut pas chialer au niveau de la... On a tout le temps un grand stress en début de saison. Là. Il va-tu finir de mouiller à un moment donné? On ne peut pas rentrer au champ. Ouais. En tout cas, ça s'est bien placé. Puis ça demeure quand même toujours un stress, la météo, pour tous les agriculteurs. Là. Comment est-ce que vous vous adaptez justement à ce stress-là? Comment est-ce que vous faites face à ces changements-là? C'est quoi le plus gros obstacle auquel vous avez eu à faire face Ben, dernièrement? c'est tous les excès d'eau, les manques d'eau excessifs. Donc, comme je le disais tantôt, on a des terres drainées, on a des terres nivelées, on cultive sur but pour être sûr que quand il y a des excès d'eau, nos plantes sont quand même au-dessus de ça. Les étangs d'irrigation, stratégiquement, on place nos cultures demandantes. Si c'est des endroits où on sait qu'on est plus limité en eau, on va y aller avec des cultures plus hâtives, où il y a moins de stress de haute température, ou tard à l'automne, dans le brocoli, exemple. Puis les cultures en plein été, ben, on va y aller avec sur les terres où on a un accès à des bonnes quantités d'eau, là, où on a des bons puits artésiens. Qu'est-ce qu'on c'est majoritairement, essentiellement, c'est ça, là, c'est des puits artésiens partout. Donc, la nappe phréatique, on pompe de la nappe, on met ça dans nos étangs d'irrigation, puis on pompe. On irrigue nos champs avec ça. Ça, est-ce que c'est l'expérience qui vous a montré comment faire ces actions-là? Tout à l'heure, Mme Desaulniers, vous avez mentionné Agriclimat, pardon. Vous avez mentionné que vous faites affaire avec des professionnels pour aller chercher de l'information supplémentaire. Comment ça fonctionne? Je m'excuse, la question est peut-être vraiment niaiseuse, mais moi, j'ai deux mains dans le sol, puis j'ai le goût justement de peut-être minimiser mon impact à moi directement. Comment vous êtes allé la chercher, cette On a information-là? des cultures qui sont sur goutte à goutte, qui sont moins demandantes, moins exigeantes en volume d'eau, parce que c'est vraiment précis aux racines. Il y a moins de pertes par évapotranspiration. On a des stations météo et des stations de prise de données sur la quantité d'eau, l'humidité dans le sol, des sondes d'humidité. On fait affaire avec la compagnie Orto, qui va nous dire un peu l'évolution de la tension de l'eau dans le sol, puis on irrigue seulement quand on a besoin, puis pas excessivement pour perdre cette eau-là. Puis au niveau aussi dans nos cultures, on a affaire beaucoup aux différents ennemis des cultures, puis on veut limiter nos utilisations de pesticides, donc on fait affaire avec 2 clubs d'encadrement technique, le Prisme et Duraclub, qui font le suivi au champ de tous les ravageurs. On utilise le plus possible des méthodes biologiques quand c'est possible, puis avantageux. On compare toujours au niveau financier. Là. Au bout de la ligne, on veut être compétitif avec nos produits qu'on met en marché. Ouais. Mais c'est sûr qu'on alterne. Dans le maïs sucré, on utilise beaucoup la mouche, je perds, oublié le nom. La drosophile? Non? Non. Pas la drosophile, c'est la mouche à fruits. Les trichogrammes, qui est une petite guêpe qui va pondre son œuf dans l'œuf de la pyrale, qui est le ravageur principal du maïs sucré. Comme dans les pommes. Donc, la majorité, au moins 50 % de notre production est contrôlée par les trichogrammes. Tout ce que vous dites là, moi, là, j'entends tcha-ching, 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 j'entends des dépenses. On fait comment le choix? Comment est-ce qu'on choisit, là, devant tous ces grands défis-là, là? Vous faites le choix de dépenser votre argent où? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est quoi la priorité? On en met un peu partout parce qu'on ne peut pas prioriser juste une chose. Dans le fond, la mécanisation fait partie aussi de plus en plus des alternatives où on essaye de se mécaniser pour
utiliser moins de main-d'œuvre possible, OK. quand c'est possible. Au niveau de notre station de lavage, les eaux de lavage, il a fallu s'adapter pour avoir moins de rejets dans les cours d'eau possible. Encore là, c'est des coûts, mais il y a quand même des bons programmes au MAPAC qui nous ont accompagnés là-dedans. OK, donc il y a des programmes pour vous Ouais. aider aussi, puis il y a des Exactement. sources de revenus possibles, des subventions possibles ça. pour tout ça. Parce que quand j'entends que vous dites qu'on a des pratiques bio, mais on ne veut pas impacter le prix du produit qu'on met sur le marché, mais moi, je suis une mangeuse, puis je veux avoir le produit le plus sain possible pour moi. Tu sais, je veux dire, à un moment donné... Je pense que notre clientèle, on le voit à notre kiosque à la ferme, les gens sont conscients de ça, puis sont prêts à mettre le prix là, parce qu'ils savent qu'on met vraiment pas beaucoup de pesticides, on en met le moins possible. Dans les fraises, les fongicides, on utilise ça, on utilise des fongicides bio aussi. Puis rendu à l'automne, ça devient une problématique. Quand il y a plus de pluie, il y a plus de pertes, plus de maladies. À ce moment-là, ça devient... mais souvent, c'est à la fin, quand le kiosque est fermé, donc on l'ouvre à du U-Pick. On essaye de garder le champ propre le plus vite Vous possible. l'ouvrez à U-Pick, Ouais, du c'est- glanage, c'est ça? Qu'est-ce que c'est, le U-Pick? L'autocueillette. OK. Donc, les gens viennent à la ferme, peuvent venir en famille, puis ils récoltent leurs fraises, puis c'est payé au contenant. C'est favorable pour vous d'avoir cette option-là? Oui, mais on n'a pas de main-d'œuvre à payer, puis en même temps, les gens, un retour aux sources, c'est comme si c'était leur jardin. Là. Même à la fin, il nous reste des légumes qu'on n'a pas vendus, puis ma femme a dit venez prendre ce que vous voulez, puis partez avec. Ah, mais c'est intéressant. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la capsule de la boulangerie du Royaume, si vous avez vu la grande machine à la fin là, qui emballe le pain. Ça, là, ça n'est une subvention. Madame, la dame que j'ai rencontrée, elle m'expliquait que ça n'est une subvention du MAPAC qui a permis justement d'automatiser un geste qui était fait par un humain, mais qui permet de prendre l'humain puis de le mettre à la pâte, là, la force de l'Évangile, là, avec la grosse pâte. Moi, je suis des muscles là-dedans, ça n'a pas de sens. Vous, M. Leahy, dans un contexte justement où l'automatisation de bien des choses est un enjeu, comment est-ce que vous choisissez de ces choix-là? C'est quoi le défi, justement, quand on vient à se poser la question? Bien, peut-être qu'on pourrait ajouter une machine pour faire une action. Ou... Parlez-moi de votre réflexion, de votre raisonnement. Bonne question. En principe, tu sais, c'est vraiment, on revient au défi qu'on a. Tu sais, de l'heure juste, j'ai parlé tantôt. Quand tu es assis, que tout le monde est alentour de table, puis tout le monde est représenté à travers tous les différents enjeux qu'on a, tu sais, au complet. Ça peut être dans les logistiques, ça peut être dans les ventes, ça peut être service clientèle, qualité, tu sais, sont variés. D'être sûr que tout le monde amène préparation, sont prêts, on discute collectivement tu sais, à travers c'est quoi les différents enjeux qu'on peut avoir. C'est vraiment là d'être sûr que c'est ouvert, en anglais, c'est safe space, là, tu sais, d'être sûr que Un endroit où on se sent bien. de discuter à travers c'est quoi les enjeux. Le toit, il coule toujours, mais écoute, il faut que tu répares ça. Non, c'est vraiment d'être sûr que collectivement, qu'on amène les priorités, puis qu'on fait nos diligences à travers c'est quoi les meilleurs projets qu'on peut mettre en place. C'est ça qu'on se fait demander en principe, c'est montre-moi concrètement qu'est-ce qui va être le résultat de qu'est-ce que vous avez fait. Puis moi, je prends ça à cœur pour être sûr qu'on livre, tu sais, qu'est-ce qu'on dit qu'on va livrer. Puis d'être sûr que qu'est-ce qu'on investit dedans a vraiment répondu à, tu sais, oui, nous autres, on a des attentes, mais quand on demande des argents de l'extérieur, des fournisseurs, tu sais, tout le monde ici, les citoyens qui payent des taxes, puis tout, bien, il faut qu'on donne la rentabilité de qu'est-ce que les autres nous donnent, tu sais. C'est intéressant parce que, puis là, c'est mon exemple, c'est mon expérience personnelle, puis on aura des experts qui enseignent ça avec nous tout à l'heure, puis on pourra leur poser la question. Mais quand moi, je suis allée à l'Université Concordia, j'ai étudié certains aspects de la business, puis qu'on parlait du fait que, bien, il y avait l'effet Walmart dans le moment, hein, où on a les gens qui sont sur le plancher, qui sont le plus importants, qui vivent les réalités au jour le jour. Pour la très grande majorité des plus grands industriels, ils n'étaient pas impliqués dans les conversations. Vous, là, vous êtes en train de me dire là, que tout le monde dans votre entreprise est impliqué dans les décisions qui impactent leur quotidien. J'aimerais ça dire que tout le monde est impliqué. Non, je peux pas dire ça confiantement. On essaye de faire le plus possible, que les gens
ils sont capables de communiquer. Tu sais, on a tous les outils de communication aujourd'hui, ça n'arrête pas. Tu sais, c'est cellulaire, des Teams, tu sais, sur tout, des courriels. Les On sait, Slido. tu sais, on voit ce qui se passe à travers nos jours à jour, la quantité de communication qui est là. Fait qu'on aimerait ça de dire qu'on a tout, tu sais, sondé chacun. On l'a fait. Tu sais, on arrête la production. On a passé avec des tablettes pour faire des sondages sur la ligne de chaîne de production. Mais il y a toujours des besoins, tu sais, que peut-être il ne vient pas ou tu sais, qui arrivent. Fait que écoute, c'est un travail toujours en continu d'amélioration, tu sais, d'écoute. Puis encore, comme je dis, c'est collectivement entre tout le monde qu'on va être mieux. Tu sais. L'importance d'échanger puis de parler aussi. C'est ça. Vous consultez qui, vous, quand vous avez... vous parlez, vous dites que vous faites beaucoup d'actions. Vous êtes présent sur le terrain dans le but de comprendre un peu puis d'échanger avec des gens qui peut-être ont les mêmes défis que vous. Qu'est-ce que vous direz qui est votre plus grand défi en ce moment? Puis vers qui vous vous tournez pour aller chercher des réponses à ces obstacles-là? Nous autres, on connaît nos défis. Tu sais, je ne sais pas qui tourner vers. On connaît nos défis. Quels sont-ils vos défis? L'approvisionnement, le changement climatique? Écoute, la transformation? ça peut être tellement une variété de choses. Aujourd'hui, tu sais, on peut dire, vraiment, c'est le côté, les réglementations qui changent, qui ne sont pas uniformes nécessairement à travers. Ça peut être entre les provinces qui sont différentes, ça peut être entre les pays qui sont différents. Nous autres, on exporte beaucoup, tu sais, que c'est un bénéfice quand même tu sais, à l'économie. Mais il y a des différences de réglementation à travers tous ceux-là pour être sûr qu'on adresse chacun puis que on est capable de répondre aux besoins des clients, tu sais, parce que nous autres, les clients, c'est très important. Dans le fond, c'est l'équipe qui est là. Tu sais, ça prend une équipe de force quand même. Fait que je sais que pas tout le monde a des moyens. Fait que de tourner vers quelqu'un, tu sais, c'est là, peut-être, c'est mieux demander à quelqu'un. Nous autres, on tourne à l'interne. Des fois, on demande des spécialisations de l'extérieur à travers ces conversations-là. Mais écoute, vous avez dit quelque chose. Vague, je vais peut-être faire... Non, c'est très intéressant ce que vous dites. Puis peut-être que je vais faire un mauvais lien, puis s'il vous plaît, corrigez-moi si je me trompe. Mais tout à l'heure, vous avez dit, là, vous venez de dire, bien, de province en province, il y a des différentes réglementations dans un contexte d'agriculture où vous exportez. Vous m'avez parlé d'un défi de langage quant aux travailleurs immigrants qui viennent ici. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre le fait que vous avez des travailleurs étrangers qui viennent et des différences, justement, dans les réglementations de province à province qui vous créent peut-être un peu un défi supplémentaire auquel vous n'avez pas anticipé? Tu vas pogner de mon histoire tantôt. Bon, ben, oui. Dans le fond, c'est peut-être en référence on a eu des gens qui ont rentré dans le Québec très récemment, la semaine passée. On avait un mécanicien ukrainien que ça fait 1 an qu'on forme, qu'on travaille avec, mais quand ça vient à passer la question de langage, il n'y arrivait pas. Avec lui, il y a sa conjointe qui aussi travaille comme opératrice avec nous autres, et dans le fond, il fallait qu'il s'en va à Nouvelle-Écosse parce qu'il n'était juste pas capable de rester. Puis ça, pour apprendre le français. C'est un métier. Donc, c'est un défi supplémentaire, si je comprends bien, quand les travailleurs étrangers veulent venir s'établir et l'obligation d'apprendre le français, c'est un enjeu, là. C'est ça. Puis c'est pas la première fois. J'ai eu ça fait 2 ans, un contrôle de qualité. C'était la même affaire. Lui, c'est en allé pointer vers l'Ontario. Fait que dans le fond, écoute, c'est 2 exemples, mais c'est 2 exemples de quand même des gens qui y avaient des compétences, et c'est frais aujourd'hui, tu sais, juste parce qu'on a parlé tantôt. Oui, non, mais je trouve ça intéressant parce que c'est pas un défi auquel moi j'ai souvent entendu parler, puis c'est la raison pour laquelle on vous a ici, puis qu'on a ces conversations-là ensemble aujourd'hui. Monsieur Vinet, vous m'avez dit que vous allez en avoir 30 travailleurs étrangers là, à la ferme. Est-ce que c'est une réalité qui vous frappe de plein fouet, vous aussi? Bien, nous, pour revenir sur ce sujet-là, on a fait un de nos travailleurs qui ça fait pratiquement 20 ans qui est chez nous. Il y avait des problèmes d'intimidation, même de narcotrafiquants. Il y avait des menaces par chez eux. Donc, on a décidé de les aider, faire venir la famille au complet. Il y a 3 filles. Donc, ils sont rendus ici. Les filles sont à l'école. Ils parlent maintenant français couramment. Mais lui, mon travailleur, avec sa femme, ils ont suivi des cours de français, mais lui, il a peu d'éducation, même par chez eux. Lui, à la limite, il parle
difficilement. Il parle l'espagnol, là, mais même la misère à l'écrire. Peut-être un dialecte de parfaitement, l'espagnol vu c'est ça. son territoire. Ouais. Fait que là, on lui exige de suivre de parler et d'écrire en français ici au Québec. Mais il est intégré, ça fait longtemps, là, il est capable de s'organiser. Moi, je demanderais au gouvernement peut avoir une certaine souplesse. On a besoin de ces travailleurs-là, on veut les garder avec nous. Ces enfants sont intégrés, ils vont avoir des postes de travail dans différents secteurs économiques. Donc, on pourra-tu aider ces gens-là à rester sur place, à continuer de faire le travail parce qu'ils sont essentiels sur nos fermes? Bien, ça revient avec ce que Marie-Ève disait ce matin, là, l'importance d'avoir une conversation, une collaboration entre les différents ministères. Est-ce que je me trompe? Là? Vous avez soulevé justement l'importance du discours, de l'écoute. Merci, messieurs, d'avoir partagé ce défi-là aussi dans vos réalités. Pour ce qui est de la main-d'œuvre, dans votre cas, il y a vous, Mme Desaulniers, il y a votre conjoint, puis là, il y a votre fils. Est-ce que vous avez d'autres travailleurs et est-ce que c'est un défi pour vous d'avoir accès à cette main-d'œuvre tant besoin à la ferme? Bien, on a, pour la partie culture, mécanique, entretien, bâtiment, tout ça, c'est seulement des employés québécois. Seulement, en tout cas. Ce sont des employés québécois qui parlent tous français. On a aussi 2 retraités qui viennent. Par contre, pour tout ce qui est de l'étable, la traite, le soin des veaux, l'entretien des logettes, tout ça, il n'y a personne, il n'y a aucun Québécois. C'est tous des employés étrangers temporaires. J'ai oublié de dire qu'on a une employée d'étable qui est une fille qui a eu un DEC en technique équine, qui travaille pour nous depuis 4 ans. Oh, wow. Ça va très bien. Elle, c'est la relève de mon mari, si je peux appeler ça de même, mon mari qui est l'expert en production laitière. Mais sinon, pour la partie ouvrière, c'est des employés étrangers. Moi, je vais commencer à apprendre l'espagnol. Je suis un espagnol maison, là. On s'entend-tu? Mais on se comprend. Mais quand on parlait de règlement, à ma petite réunion hier, j'avais sorti un article dans Terre de chez nous qui disait l'obligation de parler en français sur le milieu de travail. C'était dit, pour les employés étrangers, il y aura peut-être une souplesse, mais vous devez avoir un écrit de votre employé étranger pour dire « Veux-tu me parler en espagnol? » J'ai lu ça, j'ai fait ça avec le papier. Ça c'est de la démesure en termes de règlement. Bien, on entendait le premier ministre, M. Legault, le souligner en début de conversation. M. le ministre Lamontagne l'a dit aussi. Je pense qu'il y a une réelle prise de conscience. Dans les 3 dernières années, là, ici à la politique bioalimentaire, on en a parlé de la lourdeur aussi administrative de certaines décisions dans ce cas-ci qui est... Puis, je fais une parenthèse, c'est que les gens, quand on parle de travailleurs étrangers temporaires, chez nous, c'est des employés étrangers temporaires qui font très bien leur travail. Leur objectif, s'ils ne veulent pas immigrer, ils ne veulent pas apprendre le français, ils ne sont pas méchants, là. Ils veulent juste travailler pour avoir... Absolument, tout à fait. Ils ont le famille. C'est juste pour dire que c'est des catégories différentes de ceux qui rentrent par un travail ponctuel et qui veulent demeurer au Québec. Mais là, je crois, là, c'est peut-être moi qui vois mal, mais je crois que les employés étrangers temporaires sur les fermes, leur objectif, c'est de gagner le vie, puis c'est très, très louable, puis il faut les remercier, mais de les inciter à apprendre le français, je ne suis pas sûre qu'on ne gaspillera pas de l'énergie. Mais ils sont essentiels. Juste pour vous dire, quand on a fait un investissement, on a agrandi l'étable en 2017, c'était dit, si on n'a pas de main-d'œuvre étrangère, il n'y a pas de continuité de ferme laitière. Chez nous, c'est écrit noir sur blanc, si on n'a pas la main-d'œuvre étrangère, les vaches vont partir. Merci de nous avoir partagé ça. Emmanuel, dans votre cas, est-ce que vous en avez de la main-d'œuvre étrangère? Est-ce que vous avez une main-d'œuvre que vous embauchez dans le but de pallier justement des plus hautes saisons de production? Vous travaillez quand même avec un produit frais dans des périodes où la pêche est permise. C'est quoi la réalité de votre côté? Pas dans mon cas à moi, mais c'est très répandu là, au niveau des usines de transformation de produits de la mer. Plusieurs usines ne pourraient tout simplement pas produire là, sans les travailleurs étrangers. Puis, c'est sûr que l'annonce de cette année qui a été en mars, juste avant là, le début de la pêche au crabe, là, notamment, là, ça a amené beaucoup de sueur froide là, dans l'industrie. Surtout si je fais un retour au changement climatique, si on voit, on en parle dans les médias, les baleines noires,
Il faut pêcher avant l'arrivée des baleines pour limiter les empêtrements. Mais le fait que s'il n'y avait pas eu de travailleurs étrangers au début de la saison, puis ça aurait pu compliquer beaucoup les choses. Ça devient très, très compliqué. Ça devient très compliqué. J'entendais la ministre fédérale des Pêches et Océans hier à Midi Info, justement, en entrevue avec Alex Caxtonguay, qui disait il va falloir avoir plus de données. Il va falloir avoir encore plus d'informations, plus d'outils pour pouvoir s'adapter davantage à ces réalités-là. Et elle a même parlé de l'intelligence artificielle et à quel point, justement, l'innovation peut passer par là aussi. Il y a toutes sortes de façons d'innover, puis de converser, puis d'avoir une réalité globale de tout ça. Puis votre présence ici, sur scène aujourd'hui, en fait partie, s'il vous plaît, M. Vinet, oui? On parlait tantôt une dame qui parlait ici en production avicole, je pense, des nombres d'heures que les producteurs font sur leur ferme, 90, 100 heures. Une problématique qu'on vit actuellement cette année, c'est qu'on sait que c'est ponctuel, le travail en agriculture. Il fait beau, on travaille à plein. Il mouille, mais là, OK, vous avez congé aujourd'hui. Donc, ça va arriver dans une semaine, ils vont faire des 12 heures, des 13 heures, comme les producteurs. Puis les travailleurs étrangers sont ici pour ça, ils veulent en faire des heures. On n'a pas de plainte, jamais de plainte hey, on travaille trop ici. C'est toujours, on ne travaille pas assez, patron, as-tu de l'ouvrage pour moi? Moi, je suis prêt à en faire plus. Là, on est obligé de faire signer des papiers quand ils font plus de 12 heures par jour. On pourrait faire signer un papier à l'inverse, que notre travailleur dit, moi, je suis prêt à travailler le nombre d'heures, 80, 90 heures par semaine. Puis si mon opinion change, puis je ne veux pas en faire 12 heures, là, je vais te signer un papier comme je veux en faire moins. Au lieu à chaque fois qu'il fait un 12 heures et plus, il faut le faire signer. Encore une histoire de paperasse qui se rajoute pour nous autres. Là. Merci. Merci de l'avoir partagé encore une fois. Votre voix est tellement importante aujourd'hui. Merci d'avoir pris part à cette discussion. On peut applaudir nos panélistes, tout le monde. Merci encore une fois. Je vais juste prendre le temps de bien vous présenter, pas dire de niaiserie. Madame Claire Desaulniers, vous êtes copropriétaire de la ferme Pitet. Merci. Mitchell Leahy, vice-président opération et production des vergers Leahy. Merci, M. Leahy. Emmanuel Sante-Duguay, pêcheur et copropriétaire de la conserverie artisanale Chasse-Marée. Et M. Marianne Vinet, copropriétaire des Jardins Vinet. Merci. Merci vraiment pour votre parole aujourd'hui. Bien, vous comprenez, hein? Vous comprenez la formule. On va avec vos questions, vos commentaires, d'une façon ou d'une autre, que vous soyez à la maison, je vais prendre vos questions, que vous soyez ici dans la salle, on va le faire aussi. On va alterner entre les deux. On va commencer, on va commencer par monsieur dans la salle. Allez-y. Bonjour à tous. Gervais Laprise, directeur général des producteurs de blé sauvage du Québec. Ma question s'adresse à Mme Desaulniers. J'ai eu la chance de travailler un petit peu avec vous au début des années 60 comme intervenant. Pas 60, excusez-moi, 2000. Pas moi, j'allais dire quand même, Mme Desaulniers, vous êtes une rock. Tabarouette, vous faites vraiment pas votre âge. Excusez-moi, parce que manger du bleu sauvage, ça prolonge la longévité, mais pas. Je suis d'accord. Les Ma études question, j'ai eu la chance de travailler avec vous au début des années 2000 comme intervenant en alimentation, puis j'ai bien aimé de la façon dont vous travaillez avec les intervenants. Expliquez à l'ensemble de la salle votre approche sur des enjeux que vous adressez à la ferme, à l'ensemble des intervenants. Bon, ça c'est... je parlais tantôt, on avait des tempêtes avec l'accroissement, là. Des fois, ça arrive trop vite. Puis, on avait décidé une fois de faire une réunion avec tous nos partenaires. Il y avait la vétérinaire, la coop, les gens, une personne d'AgroPure, on avait le comptable, on avait la conseillère en gestion. Puis, l'objectif de ça, on avait demandé de la confidentialité, on s'est ouvert pour expliquer c'était quoi notre situation. Puis, là, tout le monde est parti avec son chapeau et dit on va essayer d'aider la ferme Pitet. On avait notre créancier, évidemment. Fait que là, on a trouvé, juste pour vous donner une réalité, après cette rencontre-là, il y a une personne qui allait dire vous élevez trop de génisses. Parce que quand tu es toujours en croissance, tu élèves toutes les génisses qui arrivaient. Puis ceux qui connaissent mon mari, il a de l'ambition, fait qu'il n'y avait jamais eu un frein. Bien, cette année-là, on a vendu 50 têtes. On est allé chercher les revenus qu'il voulait. Mais ça, c'est du ponctuel, le revenu. L'information la plus importante, c'est qu'on a établi combien de génisses on avait besoin à chaque mois. Fait que si
on avait plusieurs veillages, ça donnait qu'il y avait plus de génisses, bien là, on les envoyait déjà à l'encan. On n'avait pas à décider à 15 mois qu'on avait investi 2 000 à 3 000 qu'à 15 mois, on n'en a plus besoin. Puis cette pratique-là, elle a été mise en vigueur depuis ce temps-là. Puis, c'est un exemple. C'est sûr qu'on demande de la confiance. Il faut s'ouvrir, il ne faut pas avoir peur des commentaires, mais c'était fructueux. Puis on l'a fait à 2 reprises. On l'a fait 2 fois supplémentaires. Pas parce qu'on avait nécessairement des problèmes, c'est juste parce que si on pouvait entendre que les conseillers, ils étaient intéressés à revenir. Nous, c'est des partenaires. Donc, autant on pensait avoir besoin d'eux, mais eux aussi, ils viennent avec nous. Donc, on est vraiment en partenariat. Ils ne nous donnent pas de l'argent. Moi, je dis tout le temps, les autres magazines, nous autres, on ne magasine pas, on a le meilleur. Fait que c'est comme ça, parce qu'on a à la fois le service, puis on pense que le prix, je douterais qu'on paierait plus cher tout ce qu'on achète. Mais cette façon de faire-là, quand on parle de pistes différentes, bien, ça fait partie. Puis l'exemple de l'élevage des génisses, c'était vraiment un outil qu'encore aujourd'hui, là, on les élève toutes parce que notre étable, on a agrandi, puis il y a de la place. Là. Fait que là, on se prépare pour dans 2 ans pour avoir de l'élevage. Fait que c'est un peu comme ça qu'on travaille avec nos partenaires. La collaboration, de la discussion, de l'ouverture. Oui. Quand même, bravo. Oui. Bravo, vraiment. Je vais me permettre de prendre une question ici. En fait, je pense que c'est plus un commentaire. Toujours intéressant, les témoignages. Félicitations à ces entrepreneurs. Les agriculteurs sont continuellement en adaptation sur leur entreprise pour avoir des gains d'efficacité et aussi faire face au changement climatique. Ils sont tous imaginatifs à leur façon. Tellement, la résilience fait partie de votre quotidien. C'est vraiment fascinant. Moi, j'ai tellement le plus grand respect pour les agriculteurs, ça n'a aucun sens. Question ici, en quoi la rareté de main-d'œuvre a-t-elle changé vos façons de faire en matière de gestion des ressources humaines? Est-ce que vous avez dû adapter ou changer vos processus de production et de distribution? Mitchell, je pense que... Qu'est-ce que nous autres, on a fait? Excuse-moi. Quand on a commencé les démarches de travailleurs, comme j'ai dit, c'est quelque chose que ça fait très récent, dans les derniers 18 mois. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est vraiment, on a visé des travailleurs francophones, simplement, de l'extérieur, pour essayer d'intégrer plus. Écoute, on est en usine, fait qu'il y a des différents processus d'affaires qui sont peut-être, on parle de l'agricole, c'est différent. Mm-hmm. Dans l'usine, c'est opération de machines, d'autres choses comme ça, de procédures de sanitation qui sont plus dans l'optique manuelle. Mais dans le fond, on a visé les pays francophones, vu que tous les différents enjeux qu'il y avait alentour de la langage qu'on a vécu. C'est quelque chose c'est un défi, puis il faut qu'on trouve des solutions à travers ce défi-là. Je ne vais pas faire vous avez plus que ça. Monsieur Vinet, est-ce que vous voulez répondre à la question? Dans le sens, je ne sais pas exactement la question. Bien, tiens, je vais vous poser celle-là. Elle est disparue, vous me permettez. Comment avez-vous réussi à maintenir un équilibre entre tradition et innovation dans vos opérations, c'est-à-dire être en contrôle et en mouvement? Nous, dans le fond, comme je le disais, on a besoin beaucoup de main-d'œuvre pour de la récolte manuelle. Donc, c'était un enjeu principal. Avant, on faisait affaire beaucoup avec des étudiants saisonniers l'été. Cette main-d'œuvre-là, le gouvernement nous a dit, on ne peut plus l'engager, ça prend l'âge minimum est plus élevé. On a déjà fait affaire avec des ex-prisonniers dans le temps de mes parents. Tout ça. En tout cas, ça a toujours été une grande difficulté d'avoir de la main-d'œuvre stable. Souvent, c'était des beaucerons, c'était des gens de différentes régions du Québec. Mais d'année en année, ça a toujours été de plus difficile. Donc, l'avenue des travailleurs étrangers est devenue comme la grande solution, là. Donc, c'est sûr que ça a demandé de l'adaptation, ça prend des logements. Nous, on a appris l'espagnol pour communiquer avec eux autres. Mm-hmm. C'est sûr que là, on nous dit que c'est plus eux qui devraient apprendre le français et s'adapter. Là, on essaie de le faire aussi. C'est des deux côtés, ça, là, de ce que je comprends. Mme Desaulniers l'a souligné aussi, Ouais. elle a appris l'espagnol. Comment vous avez dit ça? Maison?
Mais mon espagnol maison, là. Oui, c'est correct. Moi aussi, j'ai un espagnol. Non, mais c'est juste pour dire, on parlait du franglish, là. Yes. Ceux qui avaient à moitié français, moitié anglais. Bien là, moi, Espagnol je ne l'ai maison. pas mis j'ai pas mis un mot, mais j'appelle ça mon espagnol maison. J'aime ça. J'aime ça. Mais c'est quand même un secteur primaire. On a des salaires qui sont bas, on a des conditions de travail à l'extérieur, à pluie, c'est saisonnier. Donc, avoir une main-d'œuvre stable en agriculture, ça va toujours demeurer un grand défi, là. Donc, mais plus haut salaire, est-ce que ça passe par ça? Bien, plus haut salaire, déjà les consommateurs, ils disent que le prix de nos fruits et légumes, etc., est trop élevé. Donc, comment trouver l'équilibre, là? On peut augmenter les salaires, oui. On donne des bonus. Nous autres, une des solutions pour garder notre main-d'œuvre, c'est de donner des bonus à la fin de la saison, selon le rendement, selon le nombre d'années sur la ferme. Donc, ils n'ont pas seulement, même les travailleurs étrangers, ils n'ont pas seulement le salaire de base. OK. Donc, c'est une motivation aussi pour eux pour revenir, puis on les traite bien. On les amène, quand ils travaillent tard le soir, on les amène de souper au champ, des choses comme ça, là. Ah, c'est le fun, ça. Ouais. Merci. On a une question dans la salle. Vous présentez, s'il vous plaît, avant votre question. Catherine Lefebvre, productrice maraîchère à Montérégie. Je vous entendais, Mme Desaulniers, dire que vous aviez fait une belle boule de papier avec la terre de chez nous versus la réglementation. Je pense à vous, M. Léhy, avec les plastiques d'emballage là, qui vont être enlevés de vos possibilités d'ici 2030. Marianne, je te connais assez bien, tu parles des eaux de lavage, mais on a en masse de réglementations qui sont sur notre tête, sur notre dos dans le maraîcher. Est-ce que c'est ça? Ce matin, on s'est fait dire que le secteur agricole allait très, très bien. Moi, chez nous, mes 2 relèves hésitent vraiment à embarquer à temps plein avec nous, donc j'imagine qu'il y a un problème. La réglementation, est-ce que ça vous donne des freins à chacun de vous sur vos fermes? Parce que je pense que c'est ce qui nous embête le plus dans le secteur agricole, c'est qu'à un moment donné, toute cette réglementation-là devient une détresse mentale aussi. Alors, j'aimerais ça vous entendre là, sur les réglementations abusives qu'on a de nos 2 paliers gouvernementaux. Est-ce que vous voulez répondre à ça, Mme Desaulniers? Moi, je dirais, chez nous, mon fils, c'est un gars de terrain. Lui, la paperasse, il a eu sa petite entreprise de déneigement, puis quand il y avait une lettre du gouvernement, il dit « Oh, maman! » Fait que là, c'est moi qui l'ouvrais. Mais aujourd'hui, c'est moi qui fais le bureau. Moi, je suis formée en administration. Et là, avec mes cheveux blancs, vous comprenez qu'ultimement, je vais me retirer de plus en plus. Là, je suis en train de penser, quelle est la solution pour mon fils? C'est autant le travail de bureau que la paperasse. Alors là, j'en ai une en tête, c'est d'avoir, parce que quelqu'un qui va partir de Trois-Rivières pour venir à Saint-Tite, dans mon 2e étage à l'étable, pour avoir le bureau, j'en aurai pas beaucoup. Je veux faire un bureau virtuel, que tout va se faire à distance. Si moi, je veux me faire libérer une personne, et il va falloir mandater quelqu'un, mais la personne, elle ne viendra pas, si elle veut venir au bureau, je ne vais pas y empêcher qu'elle vienne. Mais quand on parle de paperasse, c'est sûr, c'est de la délégation. Si je dis, j'ai pas assez d'argent pour payer quelqu'un, mettons, la Vie au Champ, qui est notre club agro, eux autres, ils en remplissent de la paperasse, bien, ça va faire partie, c'est un mal nécessaire. On est membre de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes qui travaille beaucoup à la diminution de la paperasse. On est membre de la Chambre de commerce qui fait des pressions pour diminuer la paperasse. Ça, c'est ce qu'on est capable de faire, Fempitet. Mais chez nous, j'essaie de trouver une solution parce que mon fils est quasiment plus stressé que je tombe malade que mon mari. Pourtant, moi, je suis juste un soutien, comprenez-vous? Mais vous êtes essentiel, tout comme votre mari, tout comme votre fils. Bien, en ayant cette solution-là du bureau virtuel, ça va être plus facile de déléguer la partie même quotidienne. Puis la partie paperasse, bien, il va falloir qu'on paye, il va falloir qu'il paye. Mais il va développer il va avoir j'appelle ça des spot checks là, pour vérifier que l'autre fait bien son travail. Mm-hmm. Mais son rôle va changer, mais il ne faut pas dire qu'il le fasse. Si je dis il le fait, il débarque. Mais on trouve une autre solution, puis ça va être la délégation. C'est ça. Diversifier, dans le fond, Ouais. ses aptitudes dans le but d'être plus résilient, si Oui, je c'est comprends ça. bien. Merci. Je pense que la question, par rapport à la réglementation, M. Vinet, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ça? Nous, dans le cas des maraîchers, au niveau de la salubrité des aliments, le Canada GAP, c'est un gros dossier là, qui demande un suivi assez particulier, qui est stressant. Quand la date de l'audit est connue, il faut se préparer. Puis c'est comme
Dans notre tête, avant, on n'était pas Canada Gap, puis on n'a jamais eu... Quand est-ce qu'on entend parler d'un cas d'intoxication au manger un légume qui était contaminé d'une bactérie ou qui vient du Québec? Tu entends ça des fois, une laitue qui vient de Californie. Donc là, on est obligé de s'engager des ressources, mettre beaucoup de temps là-dedans. Au final, les bonnes pratiques, on les a. Là. En tout cas, on n'a pas le choix de se plier à ça. Là, mais comme on dit... Il faut essayer de plus en plus de se pencher à trouver des ressources pour nous accompagner là-dedans, nous aider, mais c'est encore des coûts financiers. Là. Donc, la petite entreprise, souvent, ça tombe tout le temps sur la charge du propriétaire là, ou quelqu'un dans la famille qui s'occupe de ça. Puis la surcharge de travail, à un moment donné, ça devient difficile pour la relève, comme Catherine le disait. Là. On est dans le processus, nous aussi, à la ferme, on a une relève qui s'intègre, puis c'est comme, il va falloir qu'il y ait des accompagnateurs avec lui, des associés, parce qu'il y a trop de charges de travail dans tout, le CSST, l'environnement, le ci, le ça ne finit plus. Merci, M. Vinet. Une dernière question dans la salle. Présentez-vous et votre question, s'il vous plaît. Bonjour, Marc-André Hébert, président de Antologique, producteur de grillons comestibles. Je suis également vice-président de la table filière des insectes comestibles du Québec et président de l'Association des éleveurs d'insectes du Québec. J'aurais bien des questions, commentaires au niveau des startups, mais je n'irai pas de ce côté-là. Je vais y aller plus d'un intérêt général. On a parlé de la difficulté de trouver de la main-d'œuvre, de la nécessité d'avoir des travailleurs étrangers. On s'entend que l'une des meilleures solutions là-dessus, c'est de ne pas avoir besoin ou avoir moins besoin de travailleurs. Puis que la solution pour ça, c'est l'automatisation. Fait que dans vos propres entreprises, est-ce que vous sentez que vous avez été au maximum de ce que vous pouvez faire au niveau de l'automatisation, autant de la production que côté administratif dans le bureau? Puis sinon, c'est quoi vos freins à aller plus loin ou plus rapidement là-dedans? Merci. Est-ce que vous voulez répondre, M. Dehy ou M. Sanduguay? Vous avez mentionné justement... Pour nous autres, non. On n'a jamais fini de ce que nous autres, on voit. C'est continuellement un changement de priorisation. Écoute, chaque conception qu'on fait, chaque nouveau produit ou innovation va inclure un parti de ça, comment on peut faire de façon automisée, de réduire la charge de main-d'œuvre, comment on peut mettre ça plus ergonomique, comment on peut mettre ça plus... La complexité est simple, je sais pas, comment on peut le dire à côté. Fait, pour nous autres, c'est quoi les freins? Vraiment, là, c'est les mêmes, c'est ressources. On peut le dire ressources, ça peut être financier, ça peut être main-d'œuvre, ça peut être main-d'œuvre spécialisée, ça peut être, à travers les différentes, même à l'interne, pour dire, on est trop étiré, on ne peut pas avancer à la rythme qu'on veut. Fait que c'est, des fois, on trouve des façons, mais en principe, la plupart du temps, c'est de la créativité après que ça avance. Et voilà. Emmanuel, veux-tu ajouter quelque chose par rapport à ça? Le rêve est illimité. Ce qui nous limite, c'est le temps et l'argent, en quelque part. Fait qu'on prend des décisions par rapport à ça à un moment donné. Ben oui, puis on a entendu tout à l'heure le ministre Lamontagne dire que l'innovation, puis il y a plusieurs formes d'innovation, on en a parlé, ça passe justement par un vecteur économique important pour l'avenir du Québec. Merci énormément encore une fois d'avoir participé. Une bonne main d'applaudissements pour nos panélistes. Merci, c'était vraiment généreux de votre part. Merci beaucoup, Mme Desaulniers. Vous pouvez passer sur le côté ou comme vous le voulez. Mais justement, Avant d'aller dîner, j'aimerais prendre peut-être quelques instants pour vous parler d'un projet du secrétariat de la politique bioalimentaire. On le dit d'entrée de jeu, c'est une politique qui nous appartient tous, peu importe le secteur d'activité. On est donc tous responsables un peu, en quelque sorte, de la faire vivre, cette politique-là. Donc, l'équipe du secrétariat de la politique a demandé à des représentants de l'industrie bioalimentaire, le groupe Production-Transformation, de nous parler de leur vision de la politique et comment ils se projettent dans l'avenir. Donc, vous allez entendre dans cet échange Roger Massicotte d'AgroPure, Martin Caron de l'Union des producteurs agricoles, Jean-Paul Gagné de l'Association québécoise de l'industrie de la pêche, Richard Ferland de Solio Groupe Coopératif, Sylvie Cloutier du Conseil de la transformation alimentaire du Québec et Martin Lavoie du groupe Export agroalimentaire Québec-Canada.
Regardons ce qu'ils avaient à dire. La politique bioalimentaire, sa plus grande force, à mon avis, c'est d'avoir été capable de regrouper l'ensemble des acteurs de l'agroalimentaire au Québec. Je pense qu'on pourrait définir ça comme il s'est engagé un dialogue qui n'existe pas, mais qui est très bénéfique pour l'ensemble des activités bioalimentaires. On a tous été ici ensemble, puis on a pu collaborer, échanger. Puis je pense que ça nous a permis de dessiner un peu plus l'avenir. Depuis la politique, on travaille beaucoup plus en filière. On est plus près de la terre jusqu'aux consommateurs. On travaille tous avec des objectifs précis et communs. La politique bioalimentaire, c'est vraiment un élément rassembleur au sein de l'industrie. Je pense que ça permet de coordonner les actions de chacun des groupes à la réalisation d'objectifs communs. Et en plus de ça, c'est vraiment démontrer à la population que c'est un projet de société, de l'agriculture et la politique bioalimentaire ici au Québec. Je pense que ça a rendu cette politique-là accessible à tout le monde. On a pu se l'approprier, la connaître, l'analyser, la bonifier, la fragmenter, puis se l'échanger. C'est sûr qu'on se donne des orientations. S'il y a des bons coups dans un secteur d'activité, on va essayer de les poursuivre chez nous. Si on a des meilleurs chez nous, bien, j'espère qu'ils vont les poursuivre, mais je pense que ça se fait automatiquement. On se parle assez pour ça. Et c'est de mettre en évidence, entre autres, l'agriculture et l'agroalimentaire ici au Québec, le savoir-faire de nos producteurs et productrices et de nos transformateurs. Définitivement que la politique bioalimentaire a amené de la croissance au Québec, autant pour les producteurs que pour la transformation, la mise en marché. Puis c'est pas fini. La politique bioalimentaire a fait évoluer l'industrie dans le bon sens. On avait des objectifs à atteindre et on les a atteints en termes d'innovation, d'investissement et on s'est senti soutenu tout au long, en fait, de la première politique. Il faut se rappeler que la première a été faite en 2018. On est rendu ailleurs aujourd'hui en tant que société, en tant que consommateur, nous-mêmes en tant que producteurs, en tant que transformateurs. Fait que je pense que ça nous a permis beaucoup de jeter la base de fait, puis de prendre des alignements pour l'avenir. J'ai énormément confiance en la jeunesse et de faire une place à la jeunesse dans la politique bioalimentaire serait un grand atout, je pense. Et il y a beaucoup de potentiel pour le Québec. La pérennité de l'industrie, pour moi, est primordiale. Donc, tout ce qu'on peut faire autour d'une vision qui va amener l'industrie plus loin, c'est ce que je vois comme étant le futur de la politique bioalimentaire. Je retiens dialogue, hein? Collaboration. Vraiment, c'est des marqueurs, tout ce que vous venez d'entendre, des marqueurs de la politique bioalimentaire qui permet justement de travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs. Donc, on veut savoir ce que vous en pensez. C'est important pour le secrétariat de la politique bioalimentaire de savoir ce que vous en pensez, de connaître vos bons coups, vos bonnes pratiques dans votre secteur. Je me répète, comme un discman qui saute, je l'ai dit en début de journée, c'est important pour nous de connaître votre voix, d'avoir accès justement à vos commentaires, à vos questions. On n'a pas eu le temps de tout faire en début de journée parce que, vous l'avez constaté, tout comme moi, une très riche journée qui conclut à moitié et qui s'en vient aussi pour le restant de la journée. Le courriel, il est sur le petit triangle sur votre table, le petit tente sur votre table pour entrer en contact avec le secrétariat de la politique. Si vous avez des questions, des commentaires, peu importe. Si vous nous regardez virtuellement aussi, c'est dans l'onglet « Contactez-nous ».
On est donc tous responsables de faire vivre cette politique ensemble. Je pense que le mot se prête très, très bien. On va faire un vox pop. Là, j'ai parlé de la petite tente. Vous avez vu la petite tente, les questions, vous pouvez prendre le triangle et voir les questions qui sont inscrites parce que j'aimerais pouvoir avoir votre avis. J'aimerais vraiment recueillir vos impressions sur la politique bioalimentaire. Pendant l'heure du dîner, en passant, je vais me promener parmi vous, poser quelques questions, peut-être enregistrer vos réponses aussi dans le but de partager tout ça avec l'équipe. Mais je vais vous rendre ça encore plus facile parce que les questions sont inscrites. Vous n'êtes pas obligé de vous préparer très, très à l'avance. Vous y avez déjà accès. Donc, à l'écran aussi, les gens qui nous regardent en virtuel, vous avez déjà accès à ces questions-là. Vous pourrez donc envoyer, soit si vous êtes un petit peu trop timide pour répondre aux questions, vous pouvez toujours envoyer les réponses à l'adresse courriel qui se trouve encore une fois dans l'onglet « Nous joindre en virtuel » ou directement sur la petite, sur la feuille, sur votre, la tente. Ce n'est pas une feuille, c'est une tente, hein, on va le dire. Le secrétariat va faire un montage de vos réponses et tout ça qui seront diffusés éventuellement sur les médias sociaux du MAPAC. Donc, si vous avez un message à passer, c'est le moment. À chaud, on se pose la première question, on y va. Donc, à votre cellulaire, on va faire un petit exercice. La première question, donc, depuis la mise en place de la politique bioalimentaire, en un mot, ça c'est difficile. Quelles retombées concrètes avez-vous observées pour votre entreprise ou votre secteur? Donc, encore une fois, depuis la mise en place de la politique bioalimentaire, quelles retombées concrètes avez-vous observées pour votre entreprise ou votre secteur d'activité? Vous avez remarqué Pierre Labonté. Oui, salut Pierre. C'est vrai qu'il est fort, Pierre. Hein? Je ne sais pas c'est qui, Pierre? Tu es ici, Pierre? Non? Manger local, la connexion, l'achat local, communication, collégialité. Hey, j'ai l'impression que c'est beaucoup de mots qu'on entend. La concertation, la mobilisation, le dialogue, c'est rassembleur. Le 322-0615, c'est pour moi, ça? C'est dans le 418 ou le 514? Partage, reconnaissance du secteur, discussion commune, motivation. C'est le fun. J'aime ça quand vous participez, quand vous prenez le temps justement de nous donner votre avis. Et voyez-vous, ce qui ressemble, on le voit en ce moment dans le nuage, achat local, concertation, manger local, dialogue. Pierre Labonté. Pierre Labonté, il ne disparaîtra pas. Il est là, Pierre. Es-tu là, Pierre? Bonjour, Pierre. Où êtes-vous, Pierre? Salut, Pierre! Donc, c'est intéressant. Je ne sais pas ce qu'il a fait, Pierre, mais apparemment que il y a eu des retombées concrètes, Pierre. J'ai hâte vraiment d'en savoir un peu plus sur vos points de vue parce que j'aurai la chance d'échanger avec vous. Donc, matinée riche, constructive. Maintenant, quelques petites consignes, s'il vous plaît, avant de partir en trombe. Pour les gens dans la salle, on vous offre ce midi un repas en formule buffet qui a été concocté avec des aliments d'ici par l'équipe traiteur de la cage. Encore une fois, merci à notre partenaire l'AQDFL et son mouvement J'aime les fruits et légumes. Vous en retrouvez évidemment. Vous pourrez donc vous rendre... Là, je vais juste attendre le signe de mon équipe. Oui, parfait, super. On me dit que les fruits et légumes sont là. On va pouvoir manger encore plus de fruits et légumes. On passe par là en l'avant. Les portes vont ouvrir bientôt. Donc, je vous invite à vous rendre dans la salle B de l'autre côté de l'accueil. Pour les personnes qui ont des allergies, des intolérances alimentaires, c'est tout inscrit sur les tables. Donc, les petits ça ressemble à une tente, encore une fois, sur la table. Vous allez avoir l'information. On se retrouve ici, donc, à 13h30. Bon appétit. À tout de suite.